Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire qui est consacré à un sujet qui est à la fois stratégique, sensible et souvent sous-estimé, qui est celui de l'après-session. Alors on va parler d'après-session, mais il y a tout un processus et on aura l'occasion de se le dire, qui prépare justement la session d'une entreprise ou d'un groupe. Et qu'on cède son entreprise ou qu'on commence à structurer sérieusement son patrimoine entrepreneurial, beaucoup de questions se posent assez vite sur comment organiser la suite, comment éviter les erreurs classiques, comment structurer sa holding, parce que notre sujet va être de parler des holdings de manière intelligente, comment articuler les enjeux d'entreprise, la gouvernance, la fiscalité, sa stratégie d'investissement, et surtout comment faire en sorte que cette nouvelle phase, qui n'est pas simple, qui est une vraie période de transition, soit une période qui permette de pouvoir générer de nouvelles opportunités et surtout une manière de créer de la valeur. Donc c'est exactement l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Je suis très heureux encore une fois de vous accueillir. Je m'appelle Alpha Niang, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis à la tête du groupe NG qui possède une filiale qui s'appelle Holding Services, qui est une filiale d'expertise comptable dédiée à l'accompagnement des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises au travers de leur holding. Et je suis aussi surtout ravi et heureux de co-animer cet échange et cette discussion avec Olivier Bruno. Enchanté, merci Alpha déjà de me permettre de participer à cet événement. Donc moi je me présenter succinctement, donc Olivier Bruno, donc je suis le président de Crésus Partner Group aujourd'hui qui est un family office qui a été fondé maintenant il y a un peu plus de 2 ans et qui est spécialisé dans l'accompagnement, j'allais dire, de la gestion du patrimoine dans tout son ensemble des chefs d'entreprise, puisque aujourd'hui on travaille exclusivement avec chefs d'entreprise. Au niveau de l'expérience, alors j'étais, comme vous pouvez l'entendre, et en plus on est dans le sud, donc j'ai l'accent du sud, mais voilà, Credit Partner est basé à Nancy. Pour différentes raisons, parce que j'ai passé une vingtaine d'années dans l'est de la France, chez BNP Paribas, où j'ai accompagné pendant la moitié de mon temps des dirigeants dans toutes leurs problématiques de haut de bilan et en mettant l'accent surtout souvent sur les accès patrimoniaux de chaque opération de haut de bilan qu'on pouvait faire. Donc on va essayer d'avoir j'allais dire, une présentation qui soit un peu interactive avec, j'allais dire, des expériences aussi de vie qu'on a pu rencontrer tout au long de notre carrière, qui est déjà maintenant relativement importante, au moins de mon côté. Et je voulais aussi remercier Olivier Lapierre, qui est un client de Crésus Partner, sur lequel, en fin de présentation, on va pouvoir bénéficier de son expérience et surtout pouvoir lui poser des questions par rapport à peut-être des chefs d'entreprise qui auraient aujourd'hui les mêmes problématiques qu'a rencontré Olivier hier ou qui va rencontrer demain. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Bon alors, vous l'avez compris, l'objectif c'est pas d'avoir un exposé théorique, c'est pas non plus d'avoir une présentation magistrale. L'idée, c'est vraiment d'avoir une lecture très pratique, très pragmatique et très claire du sujet des holdings et des cas qui touchent les dirigeants. Notre ambition, elle est humble et très simple. Elle est vraiment de pouvoir poser un cadre de réflexion très concret, d'aborder des sujets liés à la holding, comme peut-être d'autres conseils ne le font pas encore à ce stade. Et c'est de prendre vraiment beaucoup de hauteur. Voilà. Et nous aurons une session plus tard de questions-réponses. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, le premier message que nous souhaitons poser, c'est un peu le suivant. C'est que, au final, la session d'une entreprise ou d'un groupe, ce n'est pas une finalité, c'est surtout un vrai changement de rôle. Et ce changement de rôle, il est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine, car avant la session,
Et avant la structuration d'une holding, le dirigeant pilote souvent son entreprise où il va prendre des décisions opérationnelles, où il arbitre lui-même ses investissements, souvent des investissements en termes de personnes, voire des investissements de capacité en termes de machines. Il va gérer lui-même ses équipes avec plus ou moins de distance et de hiérarchie pour pouvoir piloter son entreprise. Il suit lui-même sa trésorerie et surtout, il traite aussi les urgences. Donc, il avance concrètement dans une logique d'action qui est incarnée et qui est souvent quotidienne. Après la session, on voit que le rôle change ou le rôle va changer. On va plutôt aller sur une logique de capital structuré où le dirigeant ne pilote plus seulement une activité, mais où il doit désormais devenir ce qu'on a appelé l'architecte de son capital. Et ça change vraiment tout. Parce qu'à partir du moment où les sujets ne sont plus uniquement produire, vendre, recruter, financer, etc., ces sujets deviennent comment est-ce que je vais organiser mon capital, de quelle manière vais-je pouvoir le sécuriser, mieux le répartir et mieux l'orienter, et surtout, comment vais-je pouvoir conserver une vraie logique de décision dans la durée. Parce qu'au final, même si inconsciemment, lorsqu'on exploite son entreprise, l'objectif est de pouvoir l'exploiter le plus longtemps possible, hein, euh, probablement pas jusqu'aux 99 ans de la durée de vie de l'entreprise, mais l'idée, c'est vraiment de se dire de quelle manière est-ce que je vais pouvoir faire perdurer mon patrimoine, qui va tout simplement être, moi, ma première ressource, mais aussi mon héritage. Et donc, du Bon, coup, l'objectif, il est vraiment de pouvoir préparer les dirigeants à cette transition. donc Et une voilà. fois que la session... Ouais, vas-y, je t'en prie, Olivier. Non, non, vas-y. Non, Je te laisse. et donc, le sujet clé, en fait, qui va être de pouvoir préparer cette transition, pardon, et ce changement de rôle, va aussi amener, une fois que que la session a été réalisée, à éviter de tout simplement commettre des erreurs. Et nous avons identifié ici les erreurs qui sont les plus fréquentes. Pourquoi? Parce qu'elles sont réalisées, parce qu'aucune doctrine n'a réellement été formalisée. Donc voilà, pour compléter un peu ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, on a un chef d'entreprise qui maîtrise tout de A à Z, qui maîtrise son métier de A à Z, donc sur lequel il n'y a pas de sujet et qui est capable de prendre des décisions très rapides par rapport à son opérationnel et la stratégie, à un chef d'entreprise qui se retrouve avec, pour le coup, une masse de capital sur lequel, forcément, on n'est pas toujours très bien, j'allais dire, préparé pour pouvoir, j'allais dire, s'en occuper. Et ça peut déjà faire peur. Peur, ça veut dire, bah, on se dit, bah, pour le coup, je vais pas prendre de risque. Donc, dans ce cas-là, je laisse, j'allais dire, le cash de façon très basique, soit sur du monétaire, soit sur du DAT, soit sur du fonds euro, parce que pour le coup, on n'a pas du tout de risque. Bon, sauf qu'en contrepartie, qui dit pas de risque, dit pas de rémunération. Et lorsqu'on se retrouve, comme on a pu connaître, avec des taux qui étaient proches de zéro, donc avec un capital en fait qui est mangé par l'inflation, puisqu'on n'arrive même pas à faire, j'allais dire en termes de rendement, l'inflation. Donc après, à contrario, on peut avoir l'inverse, on peut se retrouver avec aussi le fait de dire bah, j'ai beaucoup de cash, et ça m'est arrivé sur un des clients en disant voilà, ça lui faisait tellement peur que il a voulu tout placer, j'allais dire quasiment dans la minute après l'avoir réceptionné. Et là, pour le coup, là c'est pareil, bah, le fait de se précipiter, bah, on prend après des actions sur lesquelles on peut être quand même figé pendant 3, 4 ans, 5 ans, et c'est pas toujours le plus, j'allais dire, le plus efficace, le plus optimal par rapport, j'allais dire, demain à ce que l'on souhaite en faire. Après, voilà, c'est aussi avoir un pilotage de sa holding, comme on a un pilotage, j'allais dire, de sa société d'exploitation, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité de pouvoir gérer, contrôler les opérations qu'on a mis en place. Donc, il faut aussi, là aussi, avoir des tableaux de bord qui nous permettent bah, de vérifier bah, que les investissements qu'on a choisis bah, correspondent bien, j'allais dire, aillent bien dans le bon sens par rapport à ce qui nous a été présenté, notamment par rapport à la rémunération
et voilà, de bien regarder qu'on ne s'est pas trompé dans ces investissements et que de l'autre côté, par rapport, et surtout qu'on les a bien compris. Je pense que la vraie notion, c'est ça, c'est de bien les comprendre parce que au moment où on vous les explique, bah, c'est comme tout, une fois qu'on vous explique, mais vous n'avez pas forcément la maîtrise, vous comprenez tout. Une fois que, j'allais dire, vous vous retrouvez face à vos investissements, des fois, c'est un peu compliqué de remettre, j'allais dire, les choses à leur place. Et pareil, dans ces choix aussi d'investissement, bah, et là on en a parlé beaucoup avec, notamment sur la fin d'année, ça fait couler beaucoup d'encre, notamment avec cette notion de holding. Bah, voilà, il faut aussi anticiper la loi de finances qui est relativement importante parce que derrière, bah, il faut aussi ajuster certains investissements par rapport à cette loi de finances parce que derrière, des investissements qui peuvent être, j'allais dire, intéressants aujourd'hui pour vous, bah, dans le cas de la loi de finances, va être plus pénalisant. Donc c'est très très important aussi d'ajuster, j'allais dire, les investissements par rapport aussi, j'allais dire, à l'évolution de la loi de finances. Sachant qu'en France, le problème qu'on a, c'est que ben, elle bouge beaucoup et généralement, d'une année sur l'autre, jusqu'à la fin de l'année, on ne sait pas trop, j'allais dire, à quelle sauce on va être mangé. Mais bon, pour l'instant, la holding, bien qu'elle a eu beaucoup j'allais dire, d'actualité, pas forcément positive, notamment pour ceux qui en détenaient. Pour l'instant, on s'en sort pas mal encore par rapport au cadre de la holding. Après, voilà, c'est pareil, hein, mais ça, c'est la base un petit peu de la gestion patrimoniale, c'est la diversification. C'est vrai que si vous êtes dépendant, je vais dire, un seul actif, souvent, on le retrouve, hein, on a des chefs d'entreprise qui ont aussi créé de l'immobilier autour de leur entreprise et voilà, et qui aujourd'hui ont beaucoup d'actifs immobiliers qui est quand même lié à leur entreprise ou à leur ancienne société d'exploitation sur lequel, pour le coup, ils n'ont plus le lead, puisque de l'autre côté, ils ont cédé, donc c'est un autre locataire avec d'autres risques qui peuvent apparaître. Et après, ce qui est aussi le plus important, alors souvent on dit c'est la session blues, c'est l'isolement du dirigeant. Hier, vous étiez patron d'une boîte, vous étiez très sollicité parce que voilà, on souhaite ben, vous avoir, que vous expliquez un peu comment vous fonctionnez au niveau de votre boîte, comment voilà, vous développez, comment vous intégrez dans le cadre économique de la région. Et demain, bah, vous n'êtes plus patron d'une boîte, vous êtes patron de votre holding avec du cash. Et là, vous avez un peu moins de sollicitations avec derrière, voilà, peut-être des problématiques qui sont autres et une sorte voilà, bah, pas de système parano, mais on peut l'avoir sur certains clients avec ce cash, cette problématique du cash et de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais le faire et en disant, bah, je vais prendre des décisions pas forcément toujours fermé, d'où le fait aussi de pouvoir aussi s'ouvrir et être accompagné, que ça peut être par son expert comptable, ça peut être par j'allais dire, ses conseils en amont, par des CGPI selon j'allais dire aussi le montant de la session, ou des family office qui permettent, au-delà de vous expliquer, j'allais dire, les différents investissements dans lesquels vous pouvez y aller, ça permet aussi de prendre un peu de hauteur par rapport à certains choix et par rapport aussi à certains objectifs que vous pouvez avoir. Donc voilà, l'après-exit, c'est vraiment un moment qui peut être relativement compliqué. Et ce qui serait idéal, mais ce qui n'est pas souvent le cas, c'est de pouvoir bien le préparer en amont, de telle façon à être, j'allais dire, voilà, bien j'allais dire, structuré à la sortie de la session. Nous, on est très attentifs, nous sommes très attentifs dans le cadre de Holding Services à ce sujet de sous-gouvernance de la holding. On y reviendra même un peu plus tard dans la manière de pouvoir la piloter. Dans l'idée, en tout cas, la conviction que nous avons, c'est vraiment de se dire la holding, c'est une structure juridique qui existe, mais sans pilotage et sans management, ça ne crée pas de valeur. Donc, notre sujet, il est vraiment de pouvoir pouvoir la structurer de manière à ce qu'elle puisse créer dans cette valeur. Et donc, nous, on considère qu'effectivement, et c'est un peu le sentiment qu'on partage avec Olivier, que pour beaucoup, la holding, enfin, beaucoup sous-exploitent en réalité leur holding.
Oui, puisqu'en fait, ça reste quand même une société, on appelle ça une holding, ça reste une société. Donc, les problématiques d'une société d'exploitation et d'une société, entre guillemets, patrimoniale, je vais dire, ça ne change pas. Vous n'avez pas changé de mindset entre le fait de dire j'exploitais une boîte et je suis maintenant au travers d'un capital. Donc, vous avez, ouais, OK, du capital disponible, mais par contre, vous avez une certaine richesse, notamment les chaînes d'entreprise, puisque vous avez une expérience opérationnelle, puisque vous avez quand même créé une boîte, vous l'avez développée et puis vous l'avez valorisée. Donc, ça veut dire que déjà, vous avez réussi pour développer du patrimoine et développer du capital. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous avez, grâce, j'allais dire aussi à votre expérience, des réseaux que vous avez pu établir tout au long de votre vie professionnelle. Et surtout, voilà, si vous êtes arrivé là, c'est qu'à un moment donné, vous avez aussi une capacité d'analyse qui en fait que vous avez su prendre là aussi des décisions qui vous ont permis de pouvoir avancer. Alors, ce qu'on fait généralement, alors on a mis délégué un CGP, mais il y a aussi souvent, ben, voilà, quand on sait que vous allez vendre, parce que ça reste généralement pas très confidentiel souvent. Donc, vous avez tous les banquiers, partenaires financiers, ce qui est logique, hein, qui font leur métier, c'est ce que je faisais aussi auparavant, ben, qui vous sollicitent, qui vous expliquent que voilà, on va pouvoir faire plein de choses super intéressantes. Mais de l'autre côté, bah, voilà, qui sont là le temps, entre guillemets, du placement. Une fois que les fonds sont placés, bah, on se retrouve là aussi avec une autre problématique, bah, de savoir demain comment on les pilote. Et souvent, par rapport notamment, je parle à des éléments financiers ou bancaires, bah, c'est compliqué d'avoir cet accompagnement dans le temps. Parce que ce qui est important pour eux, c'est de prendre ce cash, de le consolider, j'allais dire, dans leur structure. Et à partir de là, bah, ça leur permet bah, de pouvoir, eux, gagner de l'argent, mais vous êtes figé par rapport à cette gestion d'actifs. Donc, ce qui manque souvent, et c'est là où alors j'essaye modestement d'accompagner les dirigeants, c'est de prendre le temps de voir, ben voilà, quel est, j'allais dire, surtout les objectifs qui sont ceux de nos clients, et à partir par rapport à ces objectifs, c'est d'établir là pour le coup tout un processus de thèse d'investissement, de voir aussi derrière ben voilà, va être le processus de décision. C'est-à-dire que, par exemple, chez Crédit Partner, ben voilà, nous, on propose des choses, on travaille les thèses d'investissement avec nos clients, et ce sont nos clients qui prennent toujours les décisions en dernier recours. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis il faut faire ça, il faut faire ci. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, ça peut être intéressant, ça correspond à nos objectifs, mais de l'autre côté, voilà les avantages, voilà les inconvénients, et c'est le chef d'entreprise qui reste toujours leader de ses décisions, puisque ça reste son capital, et on le sait très bien, hein, c'est pas les conseillers qui sont les payeurs. Donc voilà, donc c'est ces points-là qu'il faut faire attention. C'est toujours pareil, hein, c'est de dire, bah, il faut prendre un peu le temps, voilà, de bien réfléchir. Il faut être patient parce qu'on n'est pas obligé de tout investir, j'allais dire, en une minute. Et quand on voit un peu aujourd'hui l'évolution du marché et l'évolution globalement des tensions géopolitiques qu'il peut y avoir dans le monde, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est précipité, bah, ça peut générer aussi là aussi des mauvais investissements, puisque faut pas se leurrer. Voilà, certains investissements on y est quand même pour un certain moment, notamment quand voilà, ça peut durer. Aujourd'hui, investir, pour choisir une bonne thèse d'investissement, il faut qu'on ait au moins un horizon qui soit au minimum de 5 ans pour pouvoir optimiser, j'allais dire, cette thèse d'investissement. Et bien entendu, toujours pareil, bah, il faut rester aussi dans le cadre de la loi de finances pour voir aujourd'hui sur les investissements et les actifs sur lesquels on va aller, comment ils seront traités aussi au travers de notre holding. Merci Olivier. C'est tout l'enjeu qui sous-tend en fait ce propos, c'est vraiment toujours, et ça c'est quelque chose qui qui est vraiment notre ADN, c'est comment est-ce que nous continuons à créer de la valeur avec avec sa holding. Euh, il va y avoir un vrai sujet et je voulais juste revenir dessus, ouais, en fait, hop, ça sera après. Là, c'est une illustration qu'on souhaitait vous proposer. C'est un peu un modèle d'allocation du capital. Alors, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui est issu d'une vraie réflexion et d'une thèse d'investissement qui a été posée et fixée au démarrage. C'est très arbitraire. Mais nous, il y a quand même des éléments qui sont hyper intéressants.
en fonction de nos appétences, tout simplement, en fonction aussi de notre aversion au risque, et en fonction de tout simplement ce qu'il existe. Nous, on est très sensible dans le groupe NG, et notamment sur la partie holding services, et comme ça, Olivier, tu pourras aussi compléter et rebondir, euh, sur le fait qu'il existe des investissements traditionnels, mais il y a des investissements sur lesquels les dirigeants, post-session, sont pas forcément plus à l'aise et plus avertis. Je pense par exemple au private equity, qui est un type d'investissement structuré et qui ressemble par ADN le plus à l'ADN qu'ont les dirigeants et chefs d'entreprise. C'est l'opportunité de travailler avec des sociétés de gestion qui elles-mêmes, lorsqu'on les choisit et qu'on les sélectionne, qui elles-mêmes vont investir dans d'autres entreprises. Et donc, ça permet de pouvoir jouer un rôle et de pouvoir avoir tout un processus de décision qui peut être, qui correspond à l'état d'esprit, à la manière de penser du dirigeant et des dirigeants qui ont cédé leur entreprise. Oui, exactement. Après, là, par rapport à l'allocation qu'on avait donnée, c'était un peu une allocation type. Quand on parle de 40% de participation opérationnelle, c'est que, on va dire, alors ça peut être entre 20, 30 ou 40%, c'est-à-dire que le dirigeant a ouvert son capital ou a déjà, j'allais dire, réalisé une partie de son patrimoine. Donc, il y a encore, j'allais dire, une partie qui peut générer de la valeur demain ou après-demain. Mais ça sera plus, j'allais dire, à la partie fonds d'investissement pour le coup de continuer cette valorisation de l'entreprise. Après, je te rejoins, Alpha, sur la partie private equity et co-investissement parce que beaucoup de fonds peuvent le proposer. Et c'est vrai que là, pour le coup, le dirigeant a toute sa place et peut mettre, j'allais dire, toute son expérience au profit des choix, entre guillemets, des différents fonds ou co-investissements qui peuvent être faits. Parce que globalement, c'est quasiment ce qu'il faisait hier. Donc, il n'y a pas de raison, même si le secteur d'activité peut évoluer, mais les métriques, j'allais dire, de rentabilité, là pour le coup, sont quasiment équivalentes et on peut faire un parallèle. Et ce qui permet là aussi de pouvoir, j'allais dire, mettre à disposition de sa holding, son expérience passée. Et c'est pour ça que oui, beaucoup de chefs d'entreprise aiment bien cette classe d'actifs parce que quelque part, c'est une sorte de continuité par rapport à ce qu'ils avaient fait dans leur activité opérationnelle. Donc voilà, après, par rapport à ça, voilà, que rien n'est figé dans le temps. Parce que, pareil, ça dépend du capital. Voilà, la part de private equity peut être plus ou moins importante, mais il faut aussi garder une partie de liquidité parce que de l'autre côté, il y a un train de vie aussi à assurer. Donc, il faut aussi que, j'allais dire, le chef d'entreprise puisse avoir une rémunération et des actifs qui lui permettent de le rémunérer de façon régulière pour pouvoir, là aussi, se verser des dividendes chaque année pour pouvoir assumer son train de vie. Et voilà, et après, il y a toujours des réserves parce que c'est pareil. Hein, c'est demain, mais ça c'est une autre problématique, c'est de savoir à quel moment, j'allais dire aussi, on peut transférer, j'allais dire, une partie de ses avoirs aux enfants ou commencer à les transmettre. Et cela aussi, il faut pas oublier que ça peut générer des frais. Donc, il faut aussi avoir ces liquidités pour pouvoir aussi transmettre aux enfants. Mais c'est vrai que la classe d'actifs aujourd'hui du private equity, qui peut être sous toutes ses formes, hein, ça peut être de la dette, ça peut être de l'investissement en direct, ça peut être, j'allais dire, de l'investissement sur l'infrastructure, sont des sujets aujourd'hui qui sont intéressants et qui sont pertinents et qui causent à nos chefs d'entreprise et sur lesquels voilà, ils sont aussi maîtres de leurs décisions. On a volontairement, alors l'immobilier, hein, Oui. on sait que c'est un peu, c'est un sujet. Là, en l'occurrence, on a volontairement pris le parti de parler de l'immobilier professionnel parce qu'évidemment, on le sait, c'est celui qui est peu ou quasiment pas frappé par l'imposition. Notamment, on parle je pense à l'IFI. Hein. Évidemment, cela n'empêche pas qu'une fois que l'opération de cession a été réalisée en toute partie, du patrimoine immobilier non professionnel ait pu être constitué. Et
et aussi pu être logé dans d'autres structures type SCI ou autres sociétés civiles détenues par le dirigeant, sa famille, et fait l'objet même d'ailleurs déjà de transmission. Donc là, c'est des schémas d'optimisation qui existent. Là, volontairement, l'objectif, c'est de rester, en tout cas dans la présentation qu'on a voulu en faire, c'est de rester dans cette logique, on va dire, entrepreneuriale. Et ça me permet de faire une transition sur le fait qu'effectivement, nous, le parti que nous avons et le parti pris, c'est un parti, sans faire de jeu de mots, actif. Euh, Parce qu'en fait, pour nous, il est important à ce stade, en fait, de rappeler qu'après la session, ou plus largement lorsqu'un dirigeant commence à structurer sérieusement sa holding, en fait, nous, notre sujet, c'est plus un changement de posture qu'un changement de personne en réalité. Parce que pendant des années, il a su créer de la valeur autour d'actions, il a pu décider vite, rapidement, et comme on le disait aussi, recruter. Et donc, on va dire que derrière, il va y avoir deux grandes logiques qui vont vraiment apparaître. La première, c'est la logique qu'on a appelée une logique de portefeuille, où, comme on le disait, on raisonne en allocation de capital, on répartit les risques, on diversifie. Donc, ça va être toute cette partie qu'on disait un peu monétaire, toute cette partie liée au private equity, etc., etc. Et là, l'objectif, il est vraiment de pouvoir construire, comme on le disait, un ensemble solide, équilibré et capable de pouvoir traverser les temps avec, comme on disait, méthodologie, tout en prenant en compte, et ça on le rappelle systématiquement, la fiscalité. C'est une logique qui est rassurante. Voilà, c'est le socle. Nous, on a souvent des discussions avec les dirigeants qui, au cours de la vie de l'exploitation de l'entreprise, nous disent, bah, moi, en fait, je n'ai rien. Ma seule richesse, et en plus, ils s'en rendent compte hyper tard, ma seule richesse, c'est ma société. OK, la session a été réalisée en tout ou partie, on le rappelle. Donc là, on change de logique et on arrive à avoir ce socle de sécurité, ces valorisations-là, qui font l'objet d'allocations. Il n'empêche, et nous, on le voit très souvent, et ça fait partie de l'ADN des chefs d'entreprise, des dirigeants, des entrepreneurs, c'est qu'ils conservent cette logique entrepreneuriale, et que cette logique, en fait, elle vient d'ailleurs souvent du fait que des dirigeants aient pu être fondateurs, voire même aient pu faire l'objet eux-mêmes de transmissions de sociétés familiales. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Euh, Notre sujet sur cette logique entrepreneuriale, elle est vraiment de se dire de quelle manière est-ce que je reste sélectif, concentré, et de quelle manière est-ce que je suis capable d'investir là où je sais que je vais pouvoir encore faire la différence. Donc c'est pour ça que dans cette logique-là, on parlait de, par exemple, de private equity, notamment par rapport au processus d'instruction dans cette logique entrepreneuriale. Et on le reverra après sur les différents rôles. Mais la vraie question, elle est vraiment de se dire, dans cette logique entrepreneuriale-là, euh, bah, tout simplement, où suivre où serais-je le plus pertinent demain? Notre, notre théorie, elle est de se dire, voilà, on peut combiner totalement les deux. L'enjeu, il est tout simplement de pouvoir se dire quelle logique va primer sur la seconde. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, pour ce faire, et là, on va un peu parler des profils, et comme ça, après, on va pouvoir enchaîner sur la partie un peu leadership de cette holding et de ces allocations de ressources. C'est en tout cas nous le point sur lequel, en tout cas chez Holding Services, nous sommes hyper attachés. C'est véritablement la gouvernance. C'est de quelle manière est-ce que je suis encore capable de pouvoir produire mes tableaux de bord avec mes indicateurs clés? De quelle manière est-ce que je poursuis mes reporting? Comment est-ce que je m'entoure? La logique du recrutement, elle est la même lorsqu'on est post-session, c'est la valeur qu'on va créer, c'est souvent la valeur des personnes avec lesquelles on va pouvoir s'entourer. Donc, quel est le comité stratégique, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir élaborer mes décisions.
Et ensuite, on va avoir tous les process classiques hein, de suivi sur les réinvestissements, mais aussi des sujets plus juridiques comme l'Assemblée générale. C'est un moment clé dans la gouvernance et dans le rythme de suivi des holdings. Et après, à cela, Olivier, hein, on va avoir, on va dire, trois grands niveaux d'implication qui vont se dessiner. Exactement, avec derrière toujours pareil, hein, c'est l'objectif. Alors c'est toujours difficile, mais l'objectif c'est de dire voilà toujours garder à l'esprit. On a été chef d'entreprise, on a créé de la valeur. Donc demain, c'est pas parce que derrière on se retrouve avec du cash que derrière on peut pas mettre à profit, j'allais dire notre expérience pour pouvoir continuer à développer ce cash. Après c'est pareil, on a toujours différents types d'acteurs. Ben, moi, voilà, on a des clients qui disent OK, moi j'ai ce cash, j'ai besoin de temps par an pour vivre, voilà ce que je veux faire. Donc à partir de là, ben, moi je veux pas être forcément actif, je veux être passif. On fait une proposition, on regarde un peu comment on va, j'allais dire, placer ces fonds de telle façon à ce qu'on puisse répondre, j'allais dire, au cahier des charges de nos clients. Sachant que voilà, il y a quand même, comme tu le disais, des reportings qui sont assez réguliers, qui permettent aussi de bien vérifier qu'on va bien dans le bon sens. Et ça, voilà, on a des clients qui sont très passifs, qui disent aujourd'hui, moi, je veux profiter et quelque part, la gestion patrimoniale, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je la délègue, alors déléguée, mais tout en contrôlant. Après, voilà, mais ce qui est plus souvent le cas, on a des investisseurs voilà, qui souhaitent quand même s'impliquer dans la stratégie, comme tu le dis, souhaitent aussi se retrouver en phase de recrutement et de recrutement par rapport à des personnes. Le recrutement, c'est les partenaires financiers avec lesquels elle va travailler, le CGP qui va peut-être vous accompagner ou le family office. Et par rapport j'allais dire, ce recrutement, c'est dire, voilà, moi, par rapport à certains investissements, je souhaite pouvoir m'impliquer plus et être plus dans la stratégie. Bon, après, c'est pareil, c'est souvent ce qui se passe, c'est on se retrouve généralement dans des clubs de business angel où là, moi, je dis, ben voilà, vous allez dans des clubs de business angel, vous prenez vos responsabilités. Moi, je n'interviens pas forcément dans vos choix et c'est vous, entre guillemets, qui pilotez, j'allais dire, vos investissements de façon directe. Et puis l'avantage, c'est que souvent, les clubs de business angel permettent aussi aux chefs d'entreprise d'accompagner certains start-upers dans leur développement stratégique et opérationnel, ce qui le permet aussi d'avoir aussi j'allais dire, ce retour j'allais dire, une certaine transmission et surtout pour nos chefs d'entreprise, voilà, cette notion aussi d'être encore, j'allais dire, opérationnel par rapport à cet accompagnement-là. Et après, voilà, on peut avoir des rôles un peu plus importants. Mais là, dans ce cas-là, on se retrouve dans un mode, on revient. Je ne veux pas dire qu'on revient en arrière, mais ça veut dire que pour le coup, on est encore à nouveau chef d'entreprise, puisque là, on rentre dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise, avec des postes qui sont liés aussi à cette stratégie. Donc, on se retrouve un peu en arrière. Et dans ce cas-là, généralement, les opérateurs investisseurs, c'est toujours pareil. Hein, c'est que quand vous êtes dans une activité, vous êtes concentré dans votre activité. Et même si vous avez du cash à côté, généralement, vous le délaissez et on se retrouve avec une gestion de ce cash un peu comme si on avait un compte bancaire totalement classique. Donc après, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, voilà, chef d'entreprise a une expérience. Cette expérience, il faut qu'il la mette à disposition demain du capital voilà, qu'il aura à disposition et des choix qu'il pourra faire demain par rapport à ce capital. Même s'il se fait accompagner, il a quand même une certaine expérience qui lui permet de pouvoir choisir et sélectionner aussi ses investissements. On peut faire une toute petite, un petit post-scriptum par rapport à ces niveaux d'implication. En fait, le sujet qu'on va avoir, c'est le biais du dirigeant et le biais de la réussite quand on a réussi une belle session. Et on peut voir, plus on va s'impliquer dans nos réinvestissements jusqu'à un rôle opérationnel, et plus le biais va jouer. Et c'est pour ça qu'on a mis cette petite mention assez intéressante là de dire sur un rôle d'opérateur investisseur à calibrer avec soin, parce qu'effectivement, nos biais de dirigeants
avec toute la réussite que ça implique, peuvent aussi nous mettre dans des zones de risque. C'est, c'est assez important de le dire. Et c'est une bonne transition sur la partie comment est-ce qu'on endosse un nouveau leadership et ce qui va être hyper intéressant dans dans ce volet-là, ça va vraiment être l'écosystème. Euh, Nous, si on qualifie les rôles, donc autant avant on parlait vraiment d'implication, hein, c'est quel degré d'implication est-ce que je souhaite avoir dans mes différents investissements. Là, on va vraiment être dans la définition même de ce que nous sommes, euh, ce que nous pourrions être post-session. On pourrait être effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, un investisseur actif avec une thèse très claire. Voilà, ça peut être une thèse sur euh, une augmentation du patrimoine à une certaine échéance. Ça peut être un secteur d'activité donné. Ça peut être par exemple se créer une foncière immobilière avec une logique de développement de valeur patrimoniale. Ça peut être le fait de pouvoir exploiter des hôtels. Ça peut être le fait d'être une éminence dans la tech. Et donc du coup, on reste dans ce schéma d'investisseur actif avec des process, avec une équipe, avec des due diligence euh, et avec vraiment un plan d'action défini. Ça peut être une prise de hauteur un peu différente. Ça peut être le fait de pouvoir avoir joué plutôt un rôle de board member, donc de pouvoir participer à la gouvernance d'une entreprise, de réfléchir à des sujets beaucoup plus stratégiques. Et donc là, l'expertise et l'expérience professionnelle est hyper intéressante sur comment est-ce que je vais encore, avec mon expérience et mes ressources, agir encore plus sur un écosystème ou un secteur d'activité. Ça peut être aussi, lorsque c'est le cas, être sur la protection de minoritaires et de fondateurs. Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, le fait d'investir dans des startups, le fait de pouvoir, enfin, on parle de startup, mais ça peut être aussi intervenir comme on appelle, en capital développement, donc dans des PME et pouvoir soutenir d'autres dirigeants et entrepreneurs. Et en tout cas, c'est profiter de tout son réseau pour valoriser au final son expérience et son opération. Ça peut être quelque chose qui va être dans un rôle de plus mentor, advisor. C'est pour pouvoir effectivement faire des retours, transmettre des modus operandi, être dans un accompagnement sans interférence, être dans un advisory board pour gérer l'equity et le cash. Donc voilà, c'est vraiment là pour le coup des définitions de rôle d'investisseur. L'un n'empêche pas l'autre, mais euh, c'est assez important de pouvoir clarifier dès le démarrage, notamment au travers de sa holding, le, le type d'investisseur qu'on souhaite être et le temps qu'on souhaite y allouer. Voilà. Donner une direction à son capital, bon, ça, on va pas forcément y passer trop de temps, mais c'est l'horizon réel qu'on peut se donner. Je pense que s'il y a un point que toi, voilà, plus effectivement on va être dans une logique patrimoniale et plus on va être sur des temps long en termes de perspective et de direction à donner. Il y a un sujet qui est important, c'est celui du pacte du trail, l'héritage qu'on souhaite transmettre, tout simplement. Je sais qu'Olivier, toi, ça c'est un point aussi qui t'est cher et important. Alors oui, Euh, alors il devient de plus en plus cher et important puisque voilà, la loi de finances l'a fait quand même évoluer. On va dire aujourd'hui, on va pas parler du passé, mais on parle aujourd'hui à date, c'est que là aussi, si on veut donner un pack du treuil, là, il va falloir anticiper puisque
l'administration fiscale a resserré les conditions, j'allais dire, du pacte. Et pour être très simple, c'est-à-dire aujourd'hui, soit vous avez un outil professionnel et dans ce cas-là, vous pouvez donner votre outil professionnel et vous avez droit à l'abattement de 75%, soit comme vous pouviez avoir avant, dans votre holding, du professionnel plus du privé. Et dans ce cas-là, vous n'avez que l'abattement sur la partie, j'allais dire, professionnelle. Alors que, voilà, avant, il y avait quand même un certain flou artistique par rapport, si vous aviez plus de 51% de professionnels, on pouvait faire du trade en englobant l'intégralité de ce qu'il y avait dans la holding. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc, ce qui veut dire que là aussi, en tant que dirigeant, et si vous voulez transmettre, j'allais dire, votre société, il va falloir l'anticiper, j'allais dire, tôt, puisque maintenant, en termes aussi comme ça s'appelle, de durée de détention par rapport au pacte du trade. Avant, on était à un engagement collectif et individuel qui faisait une somme de 6%. Maintenant, il faut avoir un engagement collectif entre individuel et collectif. On passe à 8%, donc c'est à 8 ans. Donc, ce qui veut dire que globalement, il faut prendre un peu de temps pour pouvoir, j'allais dire, préparer sa transmission. Et c'est-à-dire que globalement, si on fait un pacte du trade en 2026, et que vous voulez céder, j'allais dire, votre entreprise à un tiers, si vous voulez pas remettre en cause votre pacte, vous ne pourrez le faire que dans 8 ans. Donc là aussi, c'est des choses aussi qui s'anticipent. Faut pas attendre, là par exemple, moi j'ai un client, il a 35 ans, on a donné l'intégralité de la holding à ses enfants. Voilà, ils sont mineurs, mais bon, il sait que il va encore développer son entreprise. Bon, et puis il verra dans 8 ans ce que vaut son entreprise, il la vendra à ce moment-là, mais j'allais dire, la donation a été faite. Et l'avantage, à 35 ans, la valeur de la nue propriété, elle est encore plus faible, donc pour le coup, il est gagnant. Donc ça aussi, voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut aussi anticiper, parce qu'on le voit après, une fois que, j'allais dire, le cash est dans la holding, en termes de donation, il reste plus grand-chose. Donc là, pour le coup, vous êtes obligé, j'allais dire, de faire des donations soit en direct, soit en nue propriété, mais avec un coût voilà, qui sera, j'allais dire, un peu plus important. Donc le pacte du trade, même s'il a été renforcé, reste aujourd'hui un bon élément de transmission, mais ce qui veut dire que il faut l'anticiper avant. Et là, c'est un autre thématique, mais pour pouvoir l'anticiper, on peut aussi regarder la possibilité, on n'en a pas forcément évoqué, mais ça, c'est plus avant la session, de dire, on fait un OBO, j'allais dire, avant de faire un pack du trade, pour pouvoir avoir aussi du cash et patrimonialiser, comme on dit, son activité professionnelle, et post-OBO, faire la transmission. Pour le coup, ça permet de pouvoir, j'allais dire aussi, transmettre et aussi avoir du cash pour développer d'autres activités patrimoniales. Donc voilà, et pour tout ça, on a mis un petit focus sur le pack du trade parce que ça reste relativement important et ça reste aujourd'hui l'outil le plus, j'allais dire, favorable pour pouvoir transmettre. Mais voilà, c'est comme je vous le dis, la loi de finances a un peu renforcé la logique du pacte du trade, puisqu'au départ, voilà, ça devait rester opérationnel. Donc là, l'administration fiscale nous a dit ça va rester vraiment que de l'opérationnel et du professionnel. Et après, vous avez vu que de l'autre côté, la loi de finances, il y a eu beaucoup, j'allais dire, de débats sur la loi de finances entre nos politiques fin d'année. Donc tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, l'IS reste toujours à 25%. Le régime Murphy est conservé, ce qui reste un des avantages relativement importants, en France, tant qu'on est dans les structures à l'IS. IS, qui est le flux, passe de l'IS à l'IS. La fiscalité, elle n'est pas très importante. Après, il y a une évolution au niveau de la flat tax avec, derrière, selon, une taxation qui augmente selon, que vos fonds sont sur certains actifs, et notamment la cession, par exemple, de titres. Aujourd'hui, vous serez plus à 30%, vous serez à 31,4% de fiscalité. La plus-value sur les cessions, voilà, à part l'impact sur la flat tax des 31,4, ça n'évolue pas non plus de façon relativement importante. Par contre, voilà, là où il y a eu, un peu du renforcement, c'est sur le remploi. Souvent, on vous explique que avant la cession, ça serait bien de créer des holdings pour pouvoir, céder votre entreprise, et au lieu de donner 30% à l'État, vous récupérez 98% au travers de la holding. Sauf que là aussi, si on ne le fait pas en amont et qu'on ne le prépare pas,
ça va devenir de plus en plus compliqué, puisque là, aujourd'hui, l'administration fiscale nous dit, si vous créez votre holding et que vous cédez votre société dans la foulée, 70% du prix de cession, vous devez le réinvestir dans une activité commerciale et industrielle. Alors, si vous avez 65 ans et que vous n'avez aucune intention de vous redéployer, ça peut devenir assez compliqué. De plus qu'avant, on pouvait investir de façon directe dans certaines sociétés et on avait une durée de détention de 1 an. Là, pour le coup, tous les investissements doivent être conservés au moins 5 ans dans votre holding. Autant dire que pour le coup, ça reste, j'allais dire, moins attractif parce que de l'autre côté, on va être obligé d'aller investir dans des sociétés qui peuvent être, ou des fonds qui peuvent être des fois pertinents, mais globalement, on a une obligation de réinvestissement alors qu'ils ont rallongé. Avant, on avait 2 ans pour investir, maintenant on a 3 ans. Mais je peux vous dire que pour l'avoir fait avec un client, ça prend beaucoup de temps. Alors des fonds, vous en avez pléthore sur le marché. Et là aussi, sélectionner, j'allais dire, des bons partenaires, c'est des fois très compliqué parce que, comme toujours, on parle toujours de théorie, de TRI, j'allais dire, mais par rapport à des historiques. Et même pour certains fonds qui sont créés par rapport au emploi, on n'a pas forcément toujours tous les historiques. Donc là, c'est vraiment un sujet, je pense qu'il faut vraiment aborder avec vos conseils en amont en disant à quel moment je peux créer une holding et pourquoi je crée cette holding et quel intérêt demain ça va me permettre de créer cette holding. Mais si on le fait, là aussi, il faut pas attendre le dernier moment. Il faut vraiment se poser la question vraiment en amont. Et après, la dernière un peu modification, c'est la taxe sur les actifs non affectés. En fait, c'est cette fameuse taxe qu'on appelait sur les holdings, où au départ, c'était très simple. On disait, vous avez plus de 5 millions d'euros de patrimoine, vous avez des revenus professionnels qui sont inférieurs à 50% de vos revenus, j'allais dire, de votre patrimoine. Donc, à partir de là, on va vous taxer, j'allais dire, sur ces actifs non professionnels à hauteur de 2%. Bon. Après différentes, débats, on est arrivé à la taxe sur les biens, ce qu'on appelle somptuaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un bateau, chalet à la montagne et que pour le coup vous le louez pas, pour le coup vous pouvez avoir, une taxe qui peut monter jusqu'à 20, qui est de 20% sur votre actif. Donc imaginez-vous, vous avez un bateau pour votre loisir qui vaut 700 000, vous le louez pas, ça fait 140 000 euros à payer à l'État par rapport, au fait qu'il est considéré comme un bien sanctuaire. Donc, dans ce cas-là, ça devient un petit peu problématique. Donc là aussi, il faut anticiper et savoir demain par rapport à certains actifs qui vont être véritablement de l'actif plaisir, de dire, il faut être capable de dire, je le mets pas dans ma holding parce que je sais que derrière, ça peut être problématique et je le fais à titre privé. Donc, ce qui veut dire aussi que, dans le cash que vous avez à disposition, il y aura aussi des choix qui devront être faits de telle façon à peut-être aussi redistribuer la partie, cash entre la holding et la partie privée. Donc voilà, mais tout ça pour dire, si on le résume, c'est que la bonne question, le moyen le plus optimal pour optimiser demain sa holding, c'est de l'anticiper le plus tôt possible et de le mettre vraiment dans sa réflexion, même si souvent nos chefs d'entreprise, ils sont très axés sur leur activité, sur leur opérationnel au quotidien, mais de temps en temps, il faut savoir un petit peu prendre de la hauteur pour se poser aussi les bonnes questions, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui aura des répercussions pour demain et après-demain. Tout dit, Olivier, ça permettra de aussi laisser la parole à Olivier. Une holding, ça permet vraiment de créer de la valeur. C'est pas un véhicule de stockage passif. La session, ça se prépare. Ça ne se décide pas. En tout cas, les décisions ne doivent pas être prises en dernière minute. Et moi, j'aime bien ce dernier propos. Le capital accumulé n'a de sens que s'il est mis en mouvement, avec une thèse, une gouvernance et une trajectoire définie. Avant de passer à la séquence de questions-réponses, Olivier, c'est un vrai plaisir d'avoir été invité par Olivier lui-même pour nous partager un peu votre... Merci beaucoup de m'accueillir. C'est très intéressant. Je me suis beaucoup reconnu dans vos propos.
Donc très rapidement, parce que le temps passe vite. Donc moi, je suis Olivier Lapierre, je vais avoir bientôt 60 ans. J'ai créé une société qui s'appelle Symétrie le 1er janvier 2001. Et il y a à peu près un an, donc j'ai cédé en grande partie cette société à un fonds d'investissement et ils nous ont rejoint au capital aussi un certain nombre de collaborateurs. Donc pour refaire l'histoire, Symétrie est longtemps restée une SARL, je pense pendant une bonne dizaine d'années. On a eu la bonne idée de créer nos holdings au bout d'à peu près une douzaine d'années. Et donc ces holdings servait à ce moment-là principalement à accueillir nos participations dans Symétrie. Bon, à l'époque, on nous avait dit, regardez, intéressez-vous au pacte Dutreil, c'est hyper important, mais pris dans le développement de l'entreprise, on s'y est pas, on n'est pas allé au bout. Bon, je ne vous cache pas qu'une petite réflexion vis-à-vis des spécialistes, le pacte Dutreil à appréhender pour un chef d'entreprise, c'est pas facile. Enfin, je vous invite un jour à créer le pacte du trade pour les nuls, pour que les chefs d'entreprise arrivent à le comprendre. Voilà, c'est un conseil, je pense que l'édition serait un succès. Voilà, tout ça pour dire que le pacte du trade, je pense que voilà, on aurait dû le faire, on ne l'a pas fait. Voilà, dans le retour d'expérience, mais je suis conscient que c'est quelque chose à regarder finement et en étant bien encadré, parce que je pense que c'est assez complexe. Tout ça pour vous dire qu'au bout de à peu près 24 ans, on a décidé donc quand je dis non, parce que je suis associé, je suis co-associé depuis la création de cette entreprise à un autre ingénieur qui était avec moi auparavant. Donc on a décidé de céder l'entreprise, de faire rentrer au capital un investisseur et donc un fonds d'investissement. Donc cette période-là, elle est très prenante, puisque vous avez à continuer à développer votre entreprise, donc à continuer à embaucher, à chercher des clients, à avoir des beaux résultats, puisque vous avez dit à ce moment-là que votre entreprise, quand même, elle était plutôt dans des belles conditions, mais il faut le prouver pendant au moins les 2 années, parce que ça dure à peu près entre 12 et 18 mois, ce type d'opération. Donc c'est une période très prenante, et arrive le jour où vous signez. Et donc là, c'est une période un petit peu, on va dire, de décompression. Je peux vous dire que nous, on est arrivé dans un état, je dirais, de fatigue assez important. Et alors que cette opération s'est très bien déroulée, sans aucun problème particulier, mais néanmoins, c'est très prenant. Donc vous arrivez dans une période où, depuis 18 mois, vous êtes à 200% sur le pont, et là, vous vous retrouvez avec un peu de chance, avec un capital, je dirais, en tout cas, entre guillemets, beaucoup plus important. Comme il a été dit pendant cette conférence, nous, on avait laissé tout notre capital, c'était notre entreprise. Donc, on se retrouve ce jour-là, d'un seul coup, on concrétise, je dirais, cette opération. Cette opération, comme Olivier l'a dit, elle reste pas longtemps confidentielle. Hein. Pour notre cas, par exemple, je peux vous dire, on a eu une connaissance qui était journaliste dans la revue de Challenge et qui nous a fait un superbe petit papier, que quelques lignes, hein. Je n'ai pas eu une page à Challenge, j'ai eu 5 lignes. Mais ces 5 lignes m'ont permis de recevoir à peu près, je pense, 60 appels téléphoniques. Mon 06 était connu du monde bancaire et financier, alors que ce n'était pas la plus grosse opération. Hein. Symétrie, ça n'a pas été la plus grande opération de l'année. Il s'en signe tous les jours, je pense, comme Symétrie. Mais en tout cas, voilà. Donc, on est fortement sollicité. Bien sûr, on est sollicité par les organismes qui ont tourné autour de la banque, les banques d'affaires, les banquiers de la société, etc. vous expliquent que c'est le bon moment pour continuer à rester proche de leur système et que vous allez pouvoir accéder à la partie banque privée par la grande porte. Vous avez tous les organismes de placement qui vous appellent. Et donc, moi, j'ai eu la chance, par connaissance, par mon réseau, de croiser Olivier Bruno et la structure Crésus. Mes associés, pour rien vous cacher, n'ont pas fait la même décision, donc ça serait intéressant dans quelques années de regarder. Et voilà, moi, j'ai opté, je dirais, pour cette solution dite de family office,
vous cache pas que je connaissais le mot, mais je ne savais pas ce qui se cachait derrière cette fonction de family office. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ben, ça a permis de comprendre, d'être formé, d'échanger, d'être en position quand même un peu plus, je dirais, de négociation, d'échange avec les partenaires bancaires. Ils savent, ils comprennent, parce on l'a fait de manière très très claire, que vous avez un partenaire qui est là pour vous aider. On a fait clairement une petite mise en concurrence de 4 ou 5 partenaires pour répartir, je dirais, les placements. Ce qui est super intéressant, c'est que voilà, je suis maître à bord. Olivier me propose, et Olivier Bruno propose, et Olivier Lapierre dispose, si vous me permettez l'expression. Donc ça, je pense, hyper important, parce que ben, bien sûr, on a été, je pense, comme beaucoup de personnes qui assistent à cette conférence, eh bien, au cœur d'une entreprise, au cœur de son développement. Donc voilà, on est en capacité de décider. Chef d'entreprise, c'est décider de faire des choix tous les jours. Donc ben, on a envie que quand même, quelque part ça continue. Bon, moi je ne suis pas dans le blues du post-sortie, puisque je suis encore aujourd'hui encore opérationnel dans l'entreprise pour quelques mois. Donc je suis encore un petit peu des deux côtés, bien que ma position a changé et elle va encore de plus en plus changer. Mais voilà, je suis d'accord. On se retrouve dans une position où on a voilà, un capital. Ce capital, ben, on souhaite ben, l'utiliser, le faire prospérer, le transmettre. Tout ça, ça vous met vous devez donc de plus en plus échanger avec un notaire, avec un avocat, avec un expert comptable, etc. Et de temps en temps, on sort de ces réunions, mais sans avoir eu plusieurs avis, mais avoir du mal à choisir ou à nous aider à décrypter les différents avis. Donc, par exemple, voilà, Olivier, moi, je l'associe à toutes ces discussions, à tous ces échanges, et il m'aide à les décrypter, il me propose des options, et à la fin, je choisis ces options. Et je pense que voilà, on est au début de notre relation, ça fait à peu près un an que, voilà, qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai conscience qu'il faut laisser un peu du temps au temps, il ne faut pas rester dans l'immédiateté. On peut être tenté par l'immédiateté, et quand vu le nombre de sollicitations que l'on a, et bien sûr toutes les belles propositions que soi-disant on reçoit, on peut être tenté dans l'immédiateté. C'est pas simple, on a parlé de fiscalité, on a parlé de transmission, etc. Plein de mots que l'on connaît, mais que l'on n'a pas eu à mettre en œuvre. Donc voilà, moi en tout cas, mon retour d'expérience, c'est que c'est une belle opportunité de mettre en place ce type d'opération. On reste dans le rythme quelque part aussi de la gestion, de l'organisation, du développement, donc des mots que l'on connaît et même que l'on aborde sous une nouvelle approche, avec de nouveaux objectifs. Voilà très rapidement mon témoignage. Ben, merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vois qu'il est 12 heures. On avait vraiment prévu un chrono jusqu'à 12 heures. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais essayer de voir si j'arrive sans tous déstabiliser. Alors, on peut évidemment se prendre les 5 prochaines minutes pour peut-être répondre à des questions, même si je crois que pour le moment, il n'y en a pas qui sont arrivés dans le chat. Si évidemment c'est le cas, vous avez la possibilité, alors on vous transmettra évidemment la présentation et nos coordonnées. Et nous sommes évidemment totalement disponibles hein, pour échanger avec vous sur ces différents sujets qui sont passionnants. En tout cas, nous, notre objectif, il était vraiment de se dire que on voit vraiment toutes les opérations de session, pour les appeler comme ça, comme un second souffle possible. Et on avait vraiment envie de pouvoir poser le cadre, comme on le disait, pouvoir aussi refaire un panorama de l'environnement, notamment fiscal, hein, alors qui doit être une conséquence hein, au choix d'investissement, mais pas forcément dans l'immédiateté. En tout cas, ça doit effectivement orienter les décisions, mais il faut une vraie thèse d'investissement. Donc nous, c'était un vrai plaisir de pouvoir parler de ces enjeux et ce sera un vrai plaisir de pouvoir approfondir certains points. On n'a volontairement pas voulu aller
vers des montages spécifiques, vers des propositions complexes, pour justement se laisser la possibilité de pouvoir échanger avec vous, car chaque cas est particulier et demande un accompagnement spécifique. Olivier, Alpha, je ne sais pas si toi tu veux il conclure. y avait une question là, de Damien qui nous disait l'ensemble de ces dispositifs sont valables en France, mais quid de l'étranger? Après, là, pour la question, pour l'instant, nous, on travaille dans un environnement, pour l'instant, national, français, donc on n'a parlé que des problématiques liées à des chefs d'entreprise qui sont en France. Après, la question demain de l'étranger, bah, ça va dépendre un peu de là où vous voulez structurer votre société, là où vous voulez vivre. Donc ça, c'est d'autres problématiques qui rentrent, j'allais dire, dans un accompagnement qui est encore plus différent. Voilà, là, on est resté vraiment sur la thématique française, puisque aujourd'hui, 99%, pour pas dire 100% de nos clients, ont ces problématiques franco-françaises. Et même pour moi, qui suis un peu de l'Est de la France, on a quelques clients avec des holdings luxembourgeoises, mais il n'y a pas trop ça ne change pas grand-chose dans la mesure où, pour l'instant, leur résidence française est en France, donc ils ont, j'allais dire, la fiscalité française qui est appliquée. Donc, voilà, il n'y a pas de sujet par rapport à date sur des problématiques sur l'étranger. Ça, c'est vraiment un autre sujet, Damien. Voilà. Et après, voilà, pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'Olivier l'a bien résumé, puisque nous, on peut faire beaucoup de théories, mais la pratique est relativement plus intéressante. C'est que, et on le voit bien, c'est quelque part là où, si vraiment il y a quelque chose à retenir, c'est dire il faut arriver à anticiper. Plus on va anticiper, plus on va, j'allais dire, se projeter par rapport à demain. Et c'est compliqué quand on est en activité, Olivier, puisque tous les jours, ben, il y a les commandes, il y a les problèmes RH, il y a l'expert comptable qui demande plein de choses. Donc, voilà, c'est compliqué de prendre de la hauteur et de dire, bah, pour une fois, bah, je me pose des questions demain sur qu'est-ce qui va se passer après. Donc, c'est ce qu'on fait aussi bien avec Alpha et moi, je le fais sur des missions spécifiques sur des entreprises qui n'ont pas encore, j'allais dire, cédé, où on travaille sur une journée par trimestre. Ben, on leur sort de leur environnement professionnel et on travaille sur différents sujets qui peuvent être demain la transmission, qui peuvent être du trade, parce que c'est vrai que ça peut être très complexe, qui peut être aussi la pédagogie financière. Hein. C'est quoi un PEA, c'est quoi un contrat d'assurance vie, c'est quoi un produit structuré, c'est quoi du private equity. Donc, je pense que le mot d'ordre, c'est de dire aujourd'hui, vous avez de la compétence par rapport au développement de votre entreprise. Cette compétence, ben, on peut l'utiliser de la même façon pour votre patrimoine, mais plus vous y prenez tôt et plus de temps en temps, ben, vous faites des points avec vous-même et accompagné, et plus derrière, ça permet de mieux structurer et de mieux comprendre ce qui va se passer demain et après-demain. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, vous l'aurez compris, les holdings, les dirigeants, c'est nos sujets, c'est des sujets qu'on adore. Donc, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à toutes et à tous, bon appétit, une très bonne journée, un beau printemps qui s'annonce. Merci beaucoup. Et au revoir. à très vite. Au revoir. Merci Alpha, merci beaucoup.